Bonjour. Dans ce cours exposé, nous allons parler de la variable de Bernoulli et de son lien avec la loi binomiale. L'exposé dure environ 18 minutes. Le prérequis pour suivre cet exposé est de connaître les différents types de variables, et notamment la notion de variable qualitative avec les variables catégorielles et les paramètres qui permettent de décrire ces variables, paramètres d'opposition comme la moyenne et de dispersion comme la variance et l'écart type. Et puis il sera utile de se souvenir de la façon de calculer les factoriels et de quelques éléments d'analyse combinatoire et notamment comment on calculait les combinaisons. Alors, qu'est-ce qu'une variable de Bernoulli? Je vous rappelle que dans les différents types de variables que nous avions étudiés, dans le groupe des variables qualitatives, nous avions vu un certain type particulier de variables catégorielles qu'on avait appelé des variables dichotomiques. Donc une variable dichotomique, qu'on appelle aussi une variable binaire, est une variable qui est un cas particulier d'une variable nominale et qui ne comporte que deux classes, deux catégories. Par exemple, le sexe est une variable de type binaire avec les deux catégories, masculin ou féminin. Et nous avions vu que ces variables binaires, ces variables particulières, en fait étaient extrêmement utilisées, notamment en épidémiologie, outre le sexe, par exemple l'état de santé d'un individu qui peut être soit malade, soit en bonne santé, la survie d'un individu, il est encore vivant ou il est décédé, le statut dans une étude épidémiologique, être un cas ou être un témoin, statut vis-à-vis du tabagisme, être un fumeur ou un non-fumeur, le statut vaccinal, être vacciné ou non vacciné, l'exposition à un aliment, avoir consommé tel aliment ou ne pas l'avoir consommé, un caractère génétique qui est présent ou absent. Donc vous voyez, de très nombreuses variables se présentent sous une forme binaire avec présence ou absence d'une caractéristique. Et nous avions vu que la façon de résumer une variable binaire était d'effectuer un dénombrement des effectifs des deux modalités. Ici, vous avez toute une série de dossiers, de sujets qui sont soit vaccinés, soit non vaccinés, et donc on dénombre le nombre de vaccinés, ici il y en a 19, le nombre de non vaccinés, il y en a 11, le total ici étant de 30. Et enfin, le paramètre naturel qui permet de synthétiser ces informations, c'est le calcul du pourcentage. Ici, on a calculé le pourcentage de sujets vaccinés parmi les 30 sujets de l'étude, soit ici 19 sur 30, 63,3%. Alors quel est le lien entre cette variable qualitative de type binaire, dichotomique, et ce qu'on appelle une variable de Bernoulli? Je précise ici que Bernoulli s'écrit bien N-O-U-2-L-I, on ne met pas de I avant les deux L. Je vous le dis parce que cette erreur est extrêmement fréquente, j'ai été le premier à la faire. Eh bien tout simplement, on va décider qu'une des deux modalités de la variable binaire, on va lui donner la valeur numérique de 1, et on va donner la valeur 0 à l'autre modalité. Donc on transforme notre variable binaire en une variable quantitative qui ne comprend que deux valeurs, la valeur 1 et la valeur 0. Donc dans notre exemple d'une variable concernant la vaccination, nous avions donné la valeur 1 au sujet qui était vacciné, la valeur 0 au sujet qui était non vacciné. Et donc puisque maintenant nous avons une variable quantitative, eh bien on peut calculer la moyenne. Comme pour toute variable quantitative, la moyenne, c'est la somme des valeurs de la série divisée par le nombre de sujets constituant cette série, m égale somme des x sur n. Donc ici, la somme des x, eh bien c'est la somme des 1, c'est-à-dire 19. N est égal à 30, et donc nous avons la moyenne de notre variable de Bernoulli, 19 sur 30, 0,633. Et donc, vous constatez immédiatement que la moyenne d'une variable de Bernoulli, eh bien c'est tout simplement équivalent au pourcentage de la modalité qui avait été codée 1 pour constituer cette variable. Alors on peut aller plus loin, puisqu'il s'agit d'une variable quantitative pour laquelle on a calculé le paramètre de position moyenne, on peut maintenant calculer le paramètre de dispersion d'une variable quantitative, la variance. Donc on prend la formule simplifiée de la variance, comme ici, et on l'applique pour la variable de Bernoulli. Et comme x ne peut prendre que les valeurs 1 ou valeur 0, on a donc que somme des x2 est tout simplement égale à somme des x. Donc on peut un peu simplifier la formule en l'écrivant de cette façon, ou de cette façon, somme des x sur n, facteur de 1 moins somme des x sur n. Et on sait que somme des x sur n, eh bien, c'est la moyenne et le pourcentage de la modalité. Donc on peut écrire la variance comme étant égale au pourcentage de la modalité codée 1 multiplié par 1 moins ce pourcentage.
Donc la variance d'une variable de Bernoulli est tout simplement égale à P par 1 moins P. Si on reprend notre exemple de la variable de sujet vacciné ou non vacciné, donc en appliquant la formule, on a la variance qui est égale à 19 moins 19 au carré divisé par 30, le tout divisé par 30, ce qui nous fait une variance de 0,633, le pourcentage P, multiplié par 1 moins ce pourcentage, donc une variance ici égale à 0,23. Et de cette formule P par 1 moins P, on peut déduire une propriété tout à fait particulière de la variable de Bernoulli. C'est que pour un pourcentage de 0,50, la variance P par 1 moins P, 0,5 par 0,5, sera égale à 0,25. Et ce 0,25 est un maximum. Quels que soient les autres pourcentages qu'on étudiera, le couple P par 1 moins P sera toujours inférieur à 0,25. Et on constate que plus le pourcentage est petit ou plus le pourcentage est grand, eh bien plus la variance sera faible. Et puisqu'on connaît la variance de la variable de Bernoulli, eh bien on peut calculer facilement son écart type, la racine de la variance, donc racine de P par 1 moins P. Et nous avons donc maintenant en main tous les paramètres caractérisant une variable de Bernoulli. La moyenne d'une variable de Bernoulli, c'est le pourcentage, grand P, de la modalité qui a été codée 1. La variance, P par 1 moins P, l'écart type, racine de la variance. On peut aussi calculer la variance d'un pourcentage, qui de même que la variance d'une moyenne, qui était le rapport de la variance divisé par la taille de l'effectif, ici donc, P par 1 moins P, divisé par la taille de l'effectif grand N. Et l'écart type d'un pourcentage, donc qui est égal à racine de P par 1 moins P sur N, formule que vous avez déjà rencontrée par ailleurs. Alors nous allons voir maintenant pas à pas comment on passe de la variable de Bernoulli à la loi dite loi binomiale. Et pour cela, je vous propose de jouer à un jeu très ancien, de pile ou face, que vous connaissez. Donc où on lance une pièce de monnaie, il y a deux possibilités, deux probabilités, soit pile, soit face. Et si la pièce est bien équilibrée, eh bien la probabilité de tomber sur pile est de 0,5, 50%. La probabilité de tomber sur face, c'est 1 moins la probabilité de faire pile, soit là aussi 0,5, 50%. Donc vous notez bien au passage que la variable résultant du lancer d'une pièce de monnaie, c'est bien une variable binaire, dichotomique, qui comporte les deux modalités pile ou face. Alors nous allons jeter la pièce deux fois. Première fois, on trouve pile. Deuxième jet, on trouve face. Donc la probabilité d'une telle situation, eh bien c'est la probabilité d'avoir obtenu pile, grand P, multipliée par la probabilité de ne pas avoir obtenu pile, soit 1 moins P. Donc 0,5 par 0,5, ce qui nous fait 0,25. Mais ça, c'est une combinaison possible. On aurait pu trouver la combinaison suivante, face la première fois, pile la seconde fois. Et là encore, la probabilité aurait été 1 moins P multiplié par P, soit encore 0,25. Mais il y a encore d'autres possibilités. On aurait pu trouver deux fois pile, donc P multiplié par P, là encore 0,25. Et puis il reste une quatrième possibilité, ne pas avoir tiré pile lors des deux jets, donc 1 moins P multiplié par 1 moins P, cette probabilité est de 0,25. Donc vous voyez que la somme de toutes ces combinaisons est égale à 1. On ne peut pas trouver une autre situation lorsqu'on jette une pièce de monnaie deux fois. Donc si à l'issue des deux jets de la pièce de monnaie, on s'intéresse simplement à la probabilité d'avoir tiré une seule fois pile, eh bien on va additionner les deux combinaisons possibles, soit la première fois, soit la deuxième fois. Donc 0,25 plus 0,25, 0,50. La probabilité d'obtenir une fois pile est égale à 50% lorsqu'on jette une pièce de monnaie deux fois de suite. Alors maintenant, on va lancer notre pièce de monnaie trois fois de suite. Donc première possibilité, on a tiré pile la première fois, efface les deux fois suivantes. Donc la probabilité de cette situation, c'est la probabilité P d'avoir tiré pile, multipliée par la probabilité de ne pas avoir tiré pile, 1 moins P, multipliée encore par la probabilité de ne pas avoir tiré pile, 1 moins P. Ce qui nous fait 0,5 multiplié par 0,5 multiplié par 0,5, 0,125. Mais on aurait pu avoir la combinaison suivante, face la première fois, pile la seconde fois, et face la troisième fois. À nouveau, la probabilité était de 0,125. Et puis on aurait pu aussi avoir ce type de situation où on aurait tiré face les deux premières fois et pile la troisième fois. Donc là encore, si on s'intéresse uniquement à la probabilité de tirer
une fois pile, eh bien ce sera la somme de ces trois probabilités, soit 0,375, 37,5%. Alors on va abandonner là notre jeu de pièces de monnaie car ce qui nous intéresse c'est la médecine et l'épidémiologie et on va prendre une variable de type binaire, dichotomique, le statut vis-à-vis d'une maladie, donc avec deux modalités, soit être malade, soit ne pas être malade. On va considérer arbitrairement que la probabilité d'être malade est de 20%, P égale 0,2, et donc que la probabilité de ne pas être malade, d'être sain, est de 1 moins P, donc 80%. Alors, on va remplacer maintenant les trois jets d'une pièce de monnaie par l'examen d'un échantillon de trois individus. Et au lieu de s'intéresser à la probabilité d'obtenir une fois pile, on s'intéresse à la probabilité d'observer un malade. Donc, première situation, l'individu A est malade et les deux autres, B et C, ne sont pas malades. Donc la probabilité d'une situation est égale au produit de la probabilité de A d'être malade, 0,2, multiplié par la probabilité que B ne soit pas malade, 1 moins 0,2, multiplié par la probabilité que C ne soit pas malade, 1 moins 0,2. Mais on aurait pu observer aussi la deuxième situation, où A est sain, B est malade et C est sain. Et la probabilité d'une telle situation est 1 moins 0,2 multiplié par 0,2 multiplié par 1 moins 0,2. Et enfin, troisième situation, A et B sont sains, C est malade et la probabilité d'une telle situation est de 1 moins 0,2 par 1 moins 0,2 multiplié par 0,2. Donc la probabilité de trouver un malade et un seul dans un échantillon de trois individus est la somme de ces trois combinaisons, soit 0,384. Ce qui se traduit en français en disant il y a 38,4 chances sur 100 de trouver un malade dans un échantillon de 3 sujets, sachant que la probabilité générale de la maladie est de 20%. Alors on va essayer de généraliser un peu ce qu'on vient de trouver. Donc si on a affaire à un échantillon de taille n et une probabilité d'être malade grand P, eh bien la probabilité de trouver un malade dans une des combinaisons de cet échantillon est égale à P, facteur de 1 moins P puissance n-1. Mais il faut tenir compte de toutes les combinaisons possibles. Donc au final, la probabilité de trouver un malade dans un échantillon de taille n est égale à n fois P par 1 moins P puissance n-1. Alors la formule précédente était relativement simple, car je ne m'étais intéressé qu'à la probabilité de trouver un malade. Si maintenant on s'intéresse à la probabilité de trouver plusieurs malades. Ici je prends en exemple une taille d'échantillon n égale 5 et je m'intéresse à la probabilité de trouver 3 malades. Donc voilà une combinaison possible parmi 5 sujets de 3 malades. Donc les 3 premiers sont malades, les 2 derniers ne sont pas malades. Donc la probabilité de cette situation, elle est égale à 0,2 par 0,2 par 0,2 multiplié par 1 moins 0,2, c'est-à-dire 0,8 et par 0,8. Ce qui nous donne au final probabilité d'une combinaison de 3 malades est égale à 0,00512, soit environ 0,5%. Donc pour généraliser, si la taille de l'échantillon est n, et si je m'intéresse à la probabilité de k malades, eh bien la probabilité d'une combinaison où il y ait k malades est égale à p puissance k multiplié par 1 moins p puissance n moins k. Mais le problème, c'est que cette formule déjà un petit peu compliquée ne concerne que la probabilité d'avoir trouvé cette combinaison-là. Mais on aurait pu avoir ce type de combinaison. Le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 4 sont malades, alors que le 3 et le 5 ne sont pas malades. On aurait pu aussi obtenir cette combinaison. On aurait pu obtenir ces deux-là. Et on aurait pu aussi obtenir toutes ces autres combinaisons. Donc le nombre de combinaisons possibles de 3 malades parmi 5 sujets, vous voyez, commence à être assez élevé. Ici, on en compte 10. Donc il va falloir calculer la probabilité d'avoir 3 malades parmi 5 dans les 10 combinaisons possibles. Alors pour connaître le nombre de combinaisons possibles de cas malades parmi n sujets, eh bien on est obligé d'appliquer cette formule qui doit vous rappeler de mauvais souvenirs, qui est la formule d'une combinaison de n éléments pris cas par cas, donc égale factoriel n, taille de l'échantillon, divisé par factoriel de k, multiplié par factoriel de n-k.
Donc au lieu de faire tous mes petits dessins, eh bien on aurait pu calculer le nombre de combinaisons possibles de 3 malades parmi 5 sujets en appliquant la formule factoriel de 5 divisé par factoriel de 3 multiplié par factoriel de 5 moins 3, ce qui nous donne finalement 10, donc 10 combinaisons. Et finalement, la probabilité de trouver 3 malades et seulement 3 parmi 5 sujets va être l'addition de ces 10 combinaisons dont la probabilité individuelle était de 0,00512. Donc ici 0,0512 soit 5,12%. Il y a 5 chances sur 100 de trouver 3 malades parmi 5 sujets lorsque la probabilité d'être malade est de 20%. Et nous avons donc ainsi, pas à pas, décortiqué tous les éléments qui vont nous permettre d'appliquer ce qu'on appelle la loi binomiale. Donc si on est dans une situation de jeu, la loi binomiale, c'est une loi qui nous donne la probabilité de k événements parmi n tentatives connaissant la probabilité p de l'événement. Lorsqu'on jette une pièce de monnaie, la loi binomiale nous donne la probabilité de tirer k fois pile au bout de n jets de pièces avec une probabilité de 50% à chaque jet. Mais aussi, la loi binomiale va nous servir de façon similaire à calculer la probabilité d'observer k malades dans un échantillon de n individus, connaissant la probabilité individuelle a priori, grand P, d'être malade. Et donc je vais vous donner la formule de la loi binomiale qui ne va pas vous traumatiser, car vous allez maintenant facilement la comprendre. La probabilité de survenue de k malades est égale au produit de deux termes que vous connaissez. Le premier terme avec les factoriels, c'est le nombre de combinaisons de k malades parmi n individus. Et le second terme, p puissance k par 1 moins p puissance n moins k, eh bien c'est k fois le produit de la probabilité d'être malade par n moins k fois le produit de la probabilité inverse de ne pas être malade. Alors autant l'application manuelle des calculs à l'aide de cette formule est extrêmement fastidieuse, autant cela devient extrêmement simple avec l'outil Excel. Il suffit de taper dans n'importe quelle case du tableur la formule suivante égale loi.binomial avec entre parenthèses la valeur k que vous désirez, point virgule, n la taille de l'échantillon, point virgule, p la proportion, la probabilité qui vous intéresse, point virgule, le paramètre faux qu'on écrit ici pour dire qu'on s'intéresse à la probabilité de k malade et uniquement de k malade. Donc si on l'applique à notre exemple, eh bien on écrit égale loi.binomial avec entre parenthèses probabilité de 3, point virgule, l'échantillon de 5, point virgule, la probabilité de 0,20 et on trouve directement la probabilité globale de 0,0512. Donc une pratique extrêmement simple, malgré une démarche quand même relativement compliquée. Et si vous voulez en savoir plus sur cette magnifique découverte qu'a été la loi binomiale et sur son application en épidémiologie pratique, je vous donne rendez-vous dans le cours qui est intitulé Loi binomiale. À bientôt.